Alors, en quelques mots, est-ce que tu pourrais me présenter ton association Afrogameuse? Alors, Afrogameuse, c'est une association qui est née en 2020 et qui a pour objectif de promouvoir l'inclusion et la diversité dans le monde du jeu vidéo, que ce soit sur Twitch, dans les sports, dans les métiers du jeu vidéo, et tout simplement en tant que joueur et joueuse, tout simplement montrer en fait la diversité des profils qui existent et leur donner de la visibilité. Est-ce que l'initiative de créer cette association, ça provient d'un constat des manquements de l'industrie du jeu vidéo et quelles sont les actions que vous avez mis en place? Alors avec Afrogameuse, on a décidé de mettre en place plusieurs actions. La première, c'est de visibiliser les profils qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on oublie un peu le cliché, l'image du cliché du gamer auquel on pense d'habitude, mais de montrer que un gamer, ça peut aussi ressembler à ça, ressembler à nous. C'est de montrer la diversité des profils, aussi bien sur les réseaux sociaux que ailleurs, sur Twitch par exemple, où on a énormément de personnes qui vont créer du contenu jeu vidéo et se mettre en avant. Bah, c'est aussi très important de montrer que ces personnes-là aient une plateforme pour s'exprimer et de les visibilités aussi pour leur créer des opportunités. Une des autres actions, c'est d'encourager en fait l'insertion professionnelle dans l'industrie du jeu vidéo. Donc on va mettre en place des programmes de mentorat, des programmes de coaching, on va faire en sorte que nos membres soient recrutés par des studios en faisant des partenariats avec des studios dans ce sens-là et de manière générale créer des opportunités pour elles. On va dénoncer et travailler sur la toxicité dans le jeu vidéo parce que c'est quelque chose qui nous réunit beaucoup malheureusement, l'expérience toxique en jeu pour les joueuses qui vivent beaucoup de sexisme, les personnes racisées qui vont vivre aussi beaucoup de racisme. Le but, c'est de mettre ce sujet sur la table, que les gens se rendent compte de ce qui se passe. Donc, on va faire beaucoup de sensibilisation. Et derrière, on va aussi faire en sorte de s'entraider pour éviter et se protéger, en fait, contre cette toxicité. Et puis, tout dernier point, bah, c'est de sensibiliser tout simplement l'industrie du jeu vidéo dans sa globalité, aussi bien les entités grand public, mainstream, que les studios qui sont plus privés. Donc on va aller à leur rencontre, on va aller à la rencontre de leurs collaborateurs et collaboratrices aussi, pour leur parler de ces sujets, les sensibiliser et faire en sorte que ils puissent être à nos côtés aussi pour travailler dessus ensemble. Quel est le dernier événement Afrogameuse qui t'a rendu la plus fière? Le tout dernier événement que j'ai organisé au sein d'Afrogameuse et qui m'a énormément boosté. C'est tout récent, c'était vendredi dernier. Ça s'appelle le Black in Gaming Meetup, donc Big Meetup, on a appelé ça. Et c'est un événement où on a rassemblé au mois de février pour Black History Month, donc le mois de l'histoire des personnes noires aux États-Unis. On a décidé d'utiliser ce momentum-là pour organiser cet événement qui va rassembler en fait plusieurs personnes noires de l'industrie pour qu'elles se retrouvent, qu'elles se rendent compte déjà qu'on est nombreux, la force du nombre, pour ne plus se sentir aussi seul qu'on l'est. Généralement, quand on est en studio, on fait partie des minorités, donc on est assez rare. Donc là, l'idée, c'était de se retrouver, échanger sur nos problématiques, s'inspirer, networker, et pourquoi pas créer des collaborations aussi entre ces personnes, faire naître de nouvelles histoires, de nouvelles choses. Et c'est un événement qui a été accueilli par Ubisoft pour cette première édition. On souhaite créer d'autres éditions qui arriverait en avril, en juin et en septembre prochain, toujours accueillis par des studios de jeux vidéo, puisque l'initiative veut justement être accueillie par des studios qui vont pouvoir tout simplement apporter en fait leur pierre à l'édifice. Tous ces studios qui se disent, tu sais, intéressés par l'inclusion, la diversité, là c'est le moment de le montrer. Ils nous fournissent le lieu, ils nous fournissent pas mal de choses, et nous on arrive avec les personnes, on fait se rencontrer aussi des talents que eux ils peuvent rencontrer derrière. Ça c'est un événement qui m'a rendu très fière parce que je pense que c'est le premier en France qui a eu lieu. Et puis, j'organise aussi très prochainement Gaming Queens, qui a lieu le 9 mars, qui est un événement qui rassemble les femmes du jeu vidéo pour célébrer les jeux concrets, mais aussi la diversité des profils, des parcours. C'est un événement qui aura lieu 100% en ligne sur Twitch. C'est un événement qui aura lieu en hybride sur Twitch et IRL, en présentiel, à la médiathèque d'Argenteuil. Et voilà, on a hâte de retrouver pas mal de monde pour ça aussi. Donc tu interviens en tant que consultante sur les questions de diversité auprès de différents studios. Est-ce que tu penses que ça témoigne d'un réel effort de la part de ces acteurs de l'industrie sur ces questions-là? Et est-ce que tu as l'impression que ça fait changer les choses au sein de l'industrie? Je pense qu'il y a une volonté naissante des studios, surtout des studios indés, pour s'attaquer au sujet de représentativité, d'inclusion, etc. Par essence même, je dirais que pas mal de studios indépendants se veulent
inclusifs parce qu'ils vont justement innover en termes de manière de travailler, de manière de fonctionner. C'est aussi une manière pour eux de se démarquer. Donc, dans les contenus du jeu aussi, en fait, cette inclusion, elle va naître. Il y a une volonté pour eux de vouloir faire mieux, de vouloir faire bien en tant que studio indé et studio, je l'espère, inclusif. Et ils vont justement faire appel à moi pour les aider à faire les choses correctement. C'est-à-dire que moi, je suis pas là pour les censurer. Je ne suis pas là pour leur dire simplement qu'ils ont juste fait du n'importe quoi. Je suis là pour apporter des critiques constructives et des rapports vraiment spécifiques quant aux histoires de leur contenu, enfin, quant au contenu de leur jeu, et pour les aider à créer, à développer au maximum l'univers qu'ils sont en train de créer. Et je pense que c'est une véritable plus-value pour eux parce que ça va les aider déjà à avoir plus confiance en ce qu'ils vont proposer en termes de contenu dans leur jeu et être plus proche aussi de ce à quoi va s'attendre le public sur les personnes concernées. Par exemple, s'ils veulent créer des univers, des personnages noirs, afrodescendants dans des mondes afro, mon rôle, c'est justement de les aider à capter ce qu'attendrait ce public et comment est-ce que ces héros, ces personnages seraient perçus à travers cette population-là. Et généralement, jusque-là, ils sont plutôt contents. Donc j'espère que ça va continuer. Du coup, pour revenir sur le sujet de la représentation, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la représentation des personnages noirs dans les jeux vidéo ? Est-ce qu'il existe des biais qu'on voit souvent mis à l'œuvre ? Il y a encore du travail à faire quant à la représentation des personnages noirs, spécifiquement. Si on parle du personnage masculin, c'est vrai qu'il est encore très souvent vu comme, voilà, souvent c'est un personnage assez agressif, assez, violent. Si on pense... quand je pose la question et que je demande aux personnes de me citer des personnages noirs masculins, oui, on va me citer des personnages de GTA, on va me citer des personnages historiques, en fait des personnages non fictifs, par exemple à travers des jeux comme FIFA, etc. Donc c'est là qu'on voit que déjà il y a un manque et qu'ensuite, oui, il y a vraiment cette perception de héros ultra masculins, en fait, beaucoup trop masculins et voire toxiques. Quand il s'agit des héroïnes noires, ça va être souvent, malheureusement, des personnages secondaires, sexualisés, parfois exoticisés aussi, puisqu'on va les mettre dans certaines situations qui n'ont vraiment pas lieu d'être. On va leur faire porter des vêtements, voilà, des choses qu'on va traiter, qualifier un peu d'animalier, en fait, des vêtements de léopard, etc., pour nous indiquer qu'elle fait partie d'une tribu. Donc forcément, il y a quelque chose à apprivoiser auprès de cette héroïne. Elles sont encore rares, elles ont rarement vraiment la parole dans ces jeux-là. Et elles ont souvent des histoires qui sont pas très complexes aussi. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse normaliser les héros et les héroïnes noires, qu'ils puissent exister sans que ce ne soit un sujet, sans que ce soit une question à laquelle il faut s'intéresser, en fait. Et à ce moment-là, je dirais qu'on aura eu droit à des représentations un peu plus normales. Je pense que c'est l'objectif. Non seulement on a droit à des héros dont on va découvrir des histoires qui sont liées à leur identité, mais aussi à des héros dans lesquels leur identité n'est même pas un sujet et qu'elles ont juste le droit d'exister pour ce qu'elles sont. À notre échelle d'étudiants et étudiantes, par exemple, ici à l'Engmin, on a plusieurs projets de jeux vidéo à faire. À ton avis, comment est-ce qu'on peut mieux faire sur les questions de représentation ? Je pense que rien que la démarche de se dire on va essayer de bien faire, c'est déjà top. Il existe maintenant plein de ressources en ligne, évidemment, en termes de vidéos, podcasts et compagnie, pour mieux s'éduquer, je dirais, sur ces questions. Je commencerai par ça, c'est éduquez-vous avant d'aller demander à des personnes concernées, parce que les personnes concernées ont aussi leur propre charge, elles ont aussi leur vie, et je pense que c'est d'ailleurs le cas dans les studios aussi de jeux vidéo, plutôt que d'aller uniquement faire appel à vos collaborateurs et collaboratrices qui sont des personnes concernées, qui ont déjà leur travail, faites appel à des consultants en externe dont c'est l'expertise. Et je dirais aux étudiants, oui, la première étape, c'est de vous renseigner, bien sûr. Ensuite, faites appel à des personnes concernées si elles veulent bien partager de leur temps, de leur expertise. Ce sera jamais une mauvaise chose d'essayer de faire bien les choses. C'est toujours mieux que de ne rien faire du tout, parce que l'inertie ne nous fait pas du tout avancer. Donc c'est vraiment les 2 conseils principaux que je donnerais. Est-ce qu'il y a un jeu qui t'a marqué récemment, que ce soit sur les questions de représentation ou bien pour d'autres raisons ?
Je vais plutôt parler d'un jeu auquel j'ai joué récemment et qui m'a beaucoup plu et sur lequel il y avait un petit peu de controverse. C'est le dernier Prince of Persia, The Lost Crown, que j'ai beaucoup joué sur PC récemment. En fait, ce jeu, il présente donc un héros noir. Et en fait, lorsqu'il a été annoncé en ligne, il y a eu beaucoup de personnes qui me disaient mais n'importe quoi, pourquoi est-ce que Prince of Persia est noir et compagnie. En fait, non, le Prince de Perse n'est pas noir dans le jeu. Celui qu'on voit, le protagoniste qu'on joue, c'est un de ses serviteurs qui lui est un guerrier qui doit justement aller le délivrer. Et il se trouve que c'est un personnage noir. Et donc voilà, on a vu beaucoup de pleurniches en ligne sur le fait que le personnage était noir et que c'était le prince, alors que non. Ça montre à quel point les gens ne sont pas renseignés et qu'ils ont juste envie de se plaindre pour se plaindre, en fait. Ils n'ont pas été chercher à savoir si le héros était réellement le prince ou non. Et au-delà de ça, autre polémique sur la coiffure du personnage, c'est vrai qu'il a donc des espèces de locks un peu sur le côté comme ça, très inspiré du personnage de Killmonger dans Black Panther qui est sorti il y a quelques années. Et il faut savoir que c'est un personnage qui avait fait énormément bonne impression, en fait, à l'époque, quand il est sorti. Beaucoup de personnes ont vraiment adoré ce personnage, puisque Black Panther a eu énormément d'impact, en fait, lorsqu'il est sorti. Ce qui fait que, oui, il y a des personnes qui ont eu cette coiffure dans la vraie vie. Mais au-delà de la vraie vie, dans le jeu vidéo, on s'est beaucoup inspiré de Killmonger pour créer des héros noirs. Ce qui est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est vrai qu'on a retrouvé beaucoup de personnages qui avaient la même coiffure, en fait. Donc ça pose la question de se dire, oui, on veut plus d'inclusion, plus de diversité, de représentativité et tout, mais est-ce qu'on veut vraiment que tous les héros noirs qui sortent aient cette coiffure-là ? C'est une question qu'on peut se poser. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais j'ai trouvé ça intéressant que récemment, Miles Morales dans Spider-Man aussi ait cette coiffure, Echo dans League of Legends aussi, DJ aussi qui a eu cette coiffure-là, donc c'était intéressant. Et au-delà de tout ça, c'est juste un jeu que moi j'ai adoré. J'ai toujours pas fini d'ailleurs, mais je trouvais qu'il était très frais. Et j'ai un lien particulier avec les Prince of Persia parce que c'est le premier jeu d'aventure auquel j'ai joué étant jeune, déjà à l'âge de 8 ans. Celui de 1989, le tout premier Prince of Persia, quoi. Donc j'ai vraiment adoré le redécouvrir, je l'ai trouvé très frais, je l'ai trouvé très fluide et je l'ai trouvé dans le gameplay beaucoup de richesse que j'avais perdu dans les Prince of Persia existants avant, donc je le recommande énormément.